Avez-vous déjà entendu parler d'un enfer qui n'existe sur aucune carte? Pourtant, il s'étend à la frontière entre Soumy et Koursk, là où la vie et la mort s'entremêlent chaque nuit. Dans cette zone, des soldats disparaissent peu dans le silence, engloutis par l'obscurité, sans laisser la moindre trace. Officiellement, on parle d'une zone de faible intensité. Mais derrière ces mots, la réalité est plus sombre et bien plus violente que ce que les rapports laissent entendre. Ici, les affrontements sont quotidiens, cachés derrière des chiffres trafiqués et quelques lignes anonymes dans des dossiers secrets. Cette bande de terre est devenue l'un des endroits les plus imprévisibles et mortels d'Europe. Pour illustrer, prenons l'exemple d'un rapport militaire datant du mois dernier. Il y avait mention de seulement une poignée d'engagements armés. Mais les hôpitaux locaux ont reçu en une semaine plus de 50 blessés dont la majorité n'a jamais été recensée officiellement. C'est une guerre de l'ombre où la vérité se dissout dans les chiffres. C'est une guerre de fantômes. La peur rampe dans chaque tranchée, chaque forêt. Qui est l'ennemi? Où va-t-il frapper? Ici, aucune ligne de front ne rassure, aucune carte ne protège. Chaque soldat est une cible. Chaque pas peut être le dernier. Les pertes s'accumulent dans un silence pesant, loin des caméras et de l'agenda politique. Ce n'est pas une guerre classique, c'est un jeu d'embuscade, de disparition, de pièges invisibles. La faible intensité est une illusion administrative. La survie, elle, se joue à chaque seconde. Ignorer ce conflit, c'est fermer les yeux sur un nouveau visage de la guerre, capable de bouleverser toutes nos certitudes sur la sécurité, les frontières et l'avenir même de la région. Mais qui sont ces soldats perdus dans la nuit et comment vivent-ils chaque instant sous cette menace invisible? Pour comprendre, il faut plonger derrière les lignes officielles et écouter ceux qui survivent. Ici, il n'y a ni tranchée ni fortification continue, seulement une forêt épaisse, du brouillard et l'inconnu qui s'étire à perte de vue. Bienvenue sur un front qui n'existe sur aucune carte, où la ligne entre la vie et la mort se dissout dans les ombres et où chaque silence devient suspect. Dans cette zone grise, la géographie n'est plus un simple décor, elle devient une arme. Forêts profondes, marais piégeurs, chemins de terre abandonnés depuis des dizaines d'années, tout favorise l'infiltration et la surprise. Ici, aucune frontière n'est claire. En un instant, une patrouille peut passer d'une zone présumée sûre à un piège mortel, chaque sous-bois pouvant dissimuler des adversaires invisibles. Pour mieux comprendre, souvenons-nous de la bataille de la forêt d'Urtgen pendant la Seconde Guerre mondiale. Là-bas aussi, le terrain boisé et le brouillard avaient retransformé chaque pas en menace, chaque arbre en abri mortel. Les généraux de l'époque avaient sous-estimé la capacité de la nature à dévorer des armées entières. Aujourd'hui, sur la frontière de Soumy et Koursk, l'histoire se répète sous une forme nouvelle et plus insidieuse. Les unités d'élite envoyées dans ce théâtre sont parmi les plus aguerries et équipées au monde. Leur arsenal privilégie la discrétion totale, fusils à silencieux, camouflage thermique, optique nocturne de dernière génération. Ils se déplacent en petits groupes, se fondant dans le paysage, prêts à frapper et disparaître aussitôt. Pour eux, la forêt n'est pas un obstacle, mais un allié implacable. Prenons l'exemple d'un groupe de reconnaissance opérant dans la région de Tetkino. Ces soldats, entraînés pendant des mois dans des camps spécialisés, apprennent à survivre 2 semaines sans ravitaillement. Ils dorment dans des trous creusés à la main, se nourrissent peu de rations compactes et n'allument jamais de feu. Leur trace est indétectable, leur présence invisible, même aux yeux des drones. Ici, la logistique dépasse le simple ravitaillement. Acheminer des vivres ou des munitions devient un acte de bravoure, parfois suicidaire. Les routes sont minées, surveillées par des drones, chaque virage pouvant masquer une embuscade. Chaque trajet est une course contre la mort. Les conducteurs accélèrent, conscients que chaque livraison pourrait être la dernière. Dans cette guerre, ravitailler signifie risquer sa vie à chaque mètre. Regardons la réalité d'un convoi logistique. Chaque camionneur, chaque accompagnateur sait qu'il peut croiser la mort à tout instant. Pour les protéger, on déploie des leurres, des véhicules blindés et parfois même des brouilleurs de signaux pour déjouer les drones explosifs. Mais rien n'est garanti. En une nuit, 3 convois peuvent disparaître sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des carcasses calcinées et des familles endeuillées. Les quelques civils restés sur place vivent dans la peur constante. Leur maison peut être prise pour une cachette militaire ou ils peuvent servir de boucliers humains. Soupçonnés par tous, abandonnés par beaucoup, ils deviennent des pions dans une partie mortelle, leur survie dépendant autant du hasard que du choix de fuir ou de rester. Un exemple poignant, dans le village de Krasnopilia, une famille de 5 personnes a vécu cachée dans sa cave pendant 20 jours, rationnant chaque goutte d'eau pour éviter d'être prise entre deux feux. Leur situation n'est pas unique. Les villages frontaliers se sont vidés, les écoles sont fermées, les magasins abandonnés.
Ceux qui restent, souvent les plus âgés ou les plus pauvres, s'organisent en réseaux secrets pour partager nourriture et informations. Comprendre ce qui se passe ici, c'est saisir l'essence de la guerre moderne, invisible, mouvante, imprévisible. Ne pas s'y préparer, c'est s'exposer au risque de voir ces tactiques se répandre, jusqu'à rendre toute société vulnérable face à un ennemi sans visage ni ligne de front. Pour illustrer ce danger, rappelons-nous la guerre d'Afghanistan des années 80. Là aussi, de petits groupes mobiles et invisibles ont défié une superpuissance, utilisant l'environnement, la ruse et la peur. Ce qui se déroule aujourd'hui à la frontière de Soumy et Koursk pourrait préfigurer les conflits de demain, partout où la technologie et l'invisibilité redéfinissent la guerre. Mais le plus effrayant, ce ne sont ni les paysages, ni la technologie. Ce sont les méthodes, nouvelles, déroutantes, terrifiantes, qui redéfinissent jour et nuit la nature même de la guerre et laissent à jamais une cicatrice sur ceux qui les affrontent. Pourtant, au cœur de cette zone d'ombre, une nouvelle génération de combattants et de civils tente de s'adapter, réinventant chaque jour ses stratégies pour survivre. C'est ici que commence leur histoire. La nuit, la frontière bascule dans un autre monde. Ce ne sont plus les hommes, mais les machines et la peur qui dominent. Dans ce brouillard permanent, l'ennemi ne surgit pas en force. Il rôde, silencieux, invisible. Leur tactique s'inspire de la meute. Soudés, patients, ils observent, frappent sans prévenir. Aucun cri, aucune trace. Chaque soldat adverse est un professionnel, formé comme un chirurgien de la mort. Leur équipement coûte bien plus de 100 000 $ par tête. Optiques infrarouges, camouflage thermique, silencieux, tout est pensé pour tuer sans bruit ni lumière. Ils voient pour la chaleur d'un corps derrière les arbres, alors que nous tâtonnons dans l'obscurité. Ces DRG, groupes de reconnaissance et de sabotage, disparaissent dans les bois et survivent 2 semaines sans aide. Dormir dans la boue, ramper comme des spectres, s'effacer dès la mission accomplie. Ils n'ont ni papier, ni nom, ni téléphone. Seul compte la mission et le secret. Pour mieux comprendre, imaginez une nuit de traque. Un groupe de 5 soldats avance prudemment, pensant être seuls. Soudain, un bruit feutré, presque inaudible. Un à un, ils tombent, neutralisés par des adversaires qu'ils n'ont jamais vus. Ce scénario n'est pas une fiction, mais une réalité vécue par ceux qui patrouillent ces forêts. Chaque convoi logistique joue sa vie à chaque sortie. Se déplacer, c'est défier la mort. Les drones kamikazes, pilotés depuis des dizaines de kilomètres, déferlent sur les camions, frappant sans relâche. Les routes sont jonchées de carcasses brûlées, témoins de notre vulnérabilité. La nuit venue, les drones lourds, surnommés Baba Yaga, rôdent au-dessus des forêts, larguant des explosifs et semant la panique. Leur bourdonnement précède la mort, tandis que des snipers invisibles achèvent ceux qui tentent d'en fuir. Aucun abri, aucun répit. La peur s'insinue jusque dans le sommeil. Des mines et des pièges explosifs sont disséminés en silence, transformant chaque pas en loterie macabre. Ici, même un corps abandonné peut dissimuler une charge mortelle. L'ennemi exploite chaque creux, chaque faiblesse du terrain pour piéger la terre elle-même. La frontière n'est plus une ligne, mais une zone d'exclusion où la survie dépend de l'endurance nerveuse et de la batterie restante dans les appareils électroniques. L'innovation et la résilience comptent désormais plus que le nombre ou les blindés. La réalité, c'est que la guerre n'est plus une question d'effectifs. C'est un duel de technologie, d'intelligence et de nerfs, où chaque règle du combat est réécrite par la peur et l'ingéniosité. Le passé offre d'ailleurs des parallèles troublants. La guerre de Corée, par exemple, a vu l'apparition de zones mortes où ni camp ne contrôlait vraiment le terrain. Mais jamais auparavant la technologie n'avait à ce point amplifié le caractère fantomatique et létal de ces espaces d'incertitude. Mais derrière ce champ de bataille high-tech, une autre guerre s'intensifie, celle de l'information, des rumeurs et des vérités cachées. Dans cette zone grise, chaque histoire devient une arme potentielle. Les réseaux sociaux, les applications de messagerie cryptées deviennent des champs de bataille. Une rumeur bien placée peut provoquer la panique, forcer un village entier à fuir ou faire douter un commandant de ses propres hommes. Les opérations de désinformation visent à saper la confiance, à imposer le doute, à diviser. Ce front n'est plus une ligne, mais un cimetière à ciel ouvert qui s'étend chaque jour un peu plus. Ici, la guerre ne tue pas seulement, elle efface, dissout, chasse tout ce qui faisait la vie. En l'espace de quelques mois, un exode massif a vidé des villages entiers, laissant des maisons éventrées, des champs orphelins, des écoles et des places désertées pour des décennies. Le silence règne désormais, seulement brisé par le grondement lointain des explosions ou le crissement aigu des drones. Les paysages familiers se changent en pièges mortels. Les champs minés, les carcasses de blindés et les décombres forment une barrière invisible, mais fatale, qui survivra bien après la fin des combats.
Même dans 20 ans, le sol restera dangereux, parsemé de mines et de munitions prêtes à éclater. Ce territoire n'a plus de frontières nettes. Combattants et civils se confondent, la méfiance s'insinue partout. Chaque rencontre devient suspecte, chaque visage inconnu s'accompagne d'une peur sourde. La paranoïa ronge le tissu social déjà miné par l'absence et le deuil, brisant les liens de solidarité qui faisaient la force de ces communautés rurales. La destruction est totale, méthodique. Les bombes planantes, les salves d'artillerie lourdes ne font pas de distinction. Tout est écrasé. Écoles, hôpitaux, routes, puis, en quelques instants, tout ce qui permettait de vivre dignement disparaît. Ici, l'objectif n'est plus la conquête, mais l'effacement, la négation de tout espoir de retour. Les souvenirs eux-mêmes se consumant dans les flammes, et la tôle froissée. La guerre emporte aussi les meilleurs soldats. Des unités d'élite, des officiers aguerris, des spécialistes, pas des anonymes, mais ceux dont la formation a coûté des années et des fortunes. Leur perte irréversible pèse déjà sur la capacité de chaque camp à tenir, à attaquer, à se défendre. L'usure devient une stratégie mortelle. À force de sacrifier ses meilleurs éléments, chaque camp s'approche d'un point de rupture où continuer n'a plus de sens humain, économique ou stratégique. Pour illustrer ce drame, citons l'histoire d'un capitaine reconnu pour ses talents de stratège. Après 5 ans de formation, il a mené ses hommes à travers de multiples batailles. Mais une nuit, une embuscade a tout emporté. Sa disparition a non seulement brisé l'unité, mais aussi privé son camp d'un savoir-faire irremplaçable. Si ce modèle s'impose, il promet non seulement des pertes humaines colossales, mais aussi la disparition de sociétés entières. Des générations risquent de naître dans le vide, la peur et l'oubli, sur des terres devenues stériles, hantées par la mémoire d'une guerre sans visage. Pourtant, derrière cette désolation, d'autres menaces se préparent déjà. La prochaine mutation de ce conflit se dessine dans les laboratoires et les états-majors. De nouveaux types de drones, des armes autonomes, des virus informatiques capables de paralyser des réseaux civils entiers. Autant de menaces qui pourraient en transformer ce front en laboratoire d'horreur pour toute la planète. Dans ce chaos, comment ne pas se perdre? Comment rester humain quand la guerre efface les repères, brouille les frontières et menace à chaque instant? Ici, chaque leçon apprise peut décider du sort d'une vie, voire d'une communauté entière. Première leçon. L'innovation technologique n'est plus un choix, mais une nécessité vitale. Guerre électronique, systèmes anti-drones, capteurs optiques avancés, ces outils deviennent la ligne ténue entre la survie et l'oubli. Le renseignement en temps réel, la collecte et l'analyse des données sont désormais aussi essentiels que la puissance de feu. Pour prendre l'avantage, certains bataillons ont développé leurs propres unités de guerre électroniques, interceptant les communications adverses, brouillant les signaux de guidage des drones, créant des bulles de silence où l'ennemi devient aveugle. Mais cette course technologique impose un coût humain et financier colossal. La technologie, pourtant, ne suffit jamais. L'adaptation psychologique est aussi un champ de bataille. Ceux qui apprennent à apprivoiser la peur, à naviguer dans l'incertitude et la fatigue, conservent une chance de s'en sortir. Survivre, c'est accepter de vivre dans l'invisible et transformer l'angoisse en vigilance. Des séances de préparation mentale, inspirées des techniques utilisées par les pilotes de chasse ou les astronautes, sont désormais intégrées à l'entraînement des soldats. On leur apprend à respirer profondément, à fragmenter leur attention, à se recentrer même sous la menace constante. Ces exercices, déjà appliqués dans les forces spéciales occidentales depuis plus de 20 ans, sauvent des vies. La protection des civils doit être repensée. Ici, la ligne entre combattants et non-combattants s'efface dans la brume et la logistique devient un art de la débrouille et de la solidarité. Monter des réseaux d'entraide, répartir ce qui reste, protéger les fragiles, chaque geste compte contre la désintégration sociale. Dans certains villages, des conseils improvisés se sont constitués pour organiser la répartition des vivres, la surveillance nocturne et l'évacuation des personnes vulnérables. Les radios artisanales, les signaux codés, les couloirs humanitaires secrets rappellent les réseaux de résistance de la Seconde Guerre mondiale. La coordination n'a jamais été aussi cruciale. Armée, services, habitants, tous doivent apprendre à se défendre ensemble, à repérer les infiltrations, à déjouer l'instrumentalisation cynique des civils. L'isolement tue, la coopération sauve. Un exemple concret. Lors d'une attaque surprise, c'est un fermier local qui a donné l'alerte, sauvant un village entier de l'embuscade. La confiance mutuelle, la circulation rapide de l'information deviennent des armes aussi précieuses que les munitions. Mais la leçon la plus profonde reste celle de la mémoire. Documenter l'horreur, transmettre les récits, avertir ceux qui viendront.
c'est refuser la répétition du pire. La mémoire protège de l'oubli, elle garde vivant ce qu'il reste d'humain. Des journalistes indépendants, des ONG, des habitants eux-mêmes filment, notent, enregistrent tout ce qu'ils peuvent. Cette mémoire collective, diffusée sur Internet ou transmise oralement, sert de rempart contre la manipulation et le silence. Dans cette guerre sans visage, l'enjeu ultime est d'empêcher l'extension des zones mortes et de préserver la dignité au cœur de l'inhumanité. Mais derrière chaque stratégie, chaque geste de survie, une question demeure. Jusqu'où l'humain peut-il tenir sans perdre son âme ? La suite, c'est le choc entre la résistance quotidienne et l'épuisement insidieux. Ne détournez pas les yeux. Même là où nul ne regarde, la carte du monde glisse et se déforme. À la frontière entre Soumy et Koursk, un front fantôme s'étire, absent de toutes les cartes officielles. Pourtant, il grave déjà de nouvelles lignes, invisibles mais réelles, dans la géographie de la guerre moderne. L'ignorance agit ici comme une arme silencieuse. Elle masque l'adversaire, autorise la violence à s'étendre et noie la souffrance dans l'ombre. Ne pas voir, c'est offrir un abri à la brutalité, lui permettre de croître à l'abri des regards et du jugement. En détournant les yeux, nous abandonnons des populations à des zones de guerre sans nom. Là, survivre se joue chaque jour comme à une loterie cruelle, et la peur s'insinue dans chaque geste, chaque détour, chaque nuit sans sommeil. Ces silences, ces oublis, sont la première victoire de l'ennemi, l'indifférence du reste du monde. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est ouvrir la porte à une contagion. Cette guerre n'est pas un cas isolé, mais le laboratoire d'une nouvelle normalité, prête à se propager et à éroder la notion même de sécurité jusque sous nos toits. Parlez-en. Nommer ces zones grises, c'est refuser le confort du brouillard. S'informer, questionner, relayer, c'est déjà résister à l'emprise de l'ombre. Car tant que nous restons aveugles, les lignes bougent derrière notre dos et nous reculons, sans le savoir. L'histoire ne s'arrête pas aux frontières officielles. La prochaine mutation de la guerre peut déjà prendre racine, là où personne ne veut regarder. Mais il existe une voie. Pour ceux qui vivent au plus près de l'horreur, des gestes simples peuvent faire la différence. Apprendre les gestes de premier secours, organiser des abris partagés, maintenir le contact avec des proches éloignés, ou simplement garder espoir. Dans les écoles désertes, il arrive que des enfants se réunissent en secret pour lire, écrire, se souvenir. Un professeur, resté volontairement, tient un journal de guerre avec ses élèves, consignant chaque événement, chaque perte, chaque miracle. Ce sont ces petites lumières qui empêchent la nuit de tout avaler. Même dans la pire obscurité, il existe des choix. Refuser la peur, s'accrocher à la solidarité, transmettre la mémoire, ce sont les armes les plus puissantes contre l'oubli et la désolation. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une carte, souvenez-vous, certains enfers n'ont pas de nom, mais ils existent, et ils attendent qu'on les voie enfin.